veut vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis matins pour cette nouvelle émission, une émission qui vous donne la parole et vous informe. Vous avez été nombreux à écouter notre première émission, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming habituelles et à partager notre émission. Aujourd'hui, à mes côtés, Monique, Jean-Aubert, Diane et Alain, prêts à vous partager leurs chroniques. On a même un petit public, que dis-je, un grand public venu assister à notre enregistrement et ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité municipale, la fermeture de la crèche des Petits Chênes avec Monique, suivi de Jean-Aubert pour sa chronique Terre à Terre qui aborde la place des hérissons dans notre ville. Viendra le tour d'Alain, notre passionné de cinéma et de spectacle vivant, pour nous parler d'un spectacle qu'il a vu récemment. Et pour terminer notre émission, notre fameux sujet surprise dans la chronique à portée de parole avec Diane. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter les dossiers du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique. Bonjour Jonathan. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème à propos de la crèche municipale des Petits Chênes. Chaque année, de nombreuses familles témoignent de la difficulté de trouver une place en crèche municipale. Les familles, certes, doivent avoir le choix du mode de garde, mais encore faut-il qu'ils aient tous les choix. Quand elles s'adressent à la mairie, elles s'entendent souvent répondre qu'il n'y a plus de place en crèche et qu'elles doivent chercher une autre solution, crèche privée ou assistante maternelle. Cette situation est le fruit de choix qui ont été faits ou sont faits par la majorité municipale. Il n'y a plus aujourd'hui que 2 crèches municipales, les Noisetiers et les Petits Chênes. La crèche Marivelle a été fermée en 2015 et en mars dernier, la municipalité a annoncé la fermeture programmée en 3 ans des Petits Chênes. Depuis, le délai s'est un peu allongé, mais le projet est maintenu. Bon, alors comment la municipalité justifie-t-elle la fermeture de cette crèche ? Il y a d'abord eu des raisons, l'environnement, l'emplacement, c'est pas terrible, etc. Mais la raison fondamentale, c'est la mairie veut faire des économies sur un service public de la petite enfance. La crèche des Petits Chênes, pourtant, est parfaitement équipée. La ville y a investi dans la rénovation de la cuisine, de la salle d'eau. Il y a un espace pour jouer dehors avec des équipements adaptés à l'âge des enfants. Cette crèche accueille en moyenne 55 enfants par jour. Car en plus des enfants qui sont inscrits régulièrement, elle est aussi multi-accueil. Ce qui veut dire qu'en tout, c'est 65 à 68 familles qui sont concernées, que leurs enfants soient présents tous les jours ou au moins un jour par semaine. Alors, on parle de crèches privées, de crèches associatives, parentales, micro-crèches et bien sûr de crèches municipales. Qu'est-ce qui fait finalement la spécificité d'une crèche municipale ? Alors, il y a déjà les tarifs pratiqués qui sont contrôlés pour les familles, mais surtout, c'est un service public où le regard croisé de tous les personnels sur les enfants est extrêmement important. On y trouve infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, personnel de cuisine et d'entretien. En plus du personnel permanent, un médecin, une demi-journée par semaine, une psychologue et une psychomotricienne, 2 jours par mois. Tous ces personnels compétents, regardent tous les enfants. Donc la crèche municipale est un lieu de sociabilisation, de mixité sociale. Service public, elle se doit d'accueillir tous les enfants, y compris ceux porteurs de certains handicaps. Elle a un rôle fondamental de prévention, de suivi individuel sur le plan médical et du développement. Elle assure aussi en permanence un lien de sécurité affective, parce qu'en cas d'absence d'un professionnel, l'enfant connaît tous les autres intervenants. Et on sait l'importance de tout ce qui se joue avant 3 ans pour le développement des enfants. Autre aspect important, elle fait un accompagnement à la parentalité. Les parents qui rencontrent des difficultés éducatives ou familiales peuvent trouver des personnels compétents pour les aider et pour les aider à trouver des solutions. Alors concrètement, quel est le problème avec la décision de la majorité ? On a l'impression qu'il y a un peu une petite guerre de communication. Il y a effectivement une guerre de communication parce que la municipalité, dans ses magazines ou dans ses réponses, joue sur les mots. Elle affirme qu'il y aura le même nombre de berceaux sur la ville, sauf qu'elle additionne les places de tous les modes de garde
y compris les crèches privées, et qu'elle continue de favoriser les maisons d'assistantes maternelles, dont certaines sont en projet. Or, une place pour les familles, les coûts ne sont pas les mêmes entre les différents types de crèches et les différents types de gardes. Et en plus, fondamentalement, cette politique municipale vise à transférer le coût des gardes sur les familles. C'est un mouvement de privatisation d'un service public. Merci Monique. Je rappelle qu'une pétition est lancée par les parents de la crèche contre sa fermeture, a réuni près de 1000 signatures et a fait l'objet d'un article dans Le Parisien en automne dernier. Retrouvez les liens dans la description de cette émission. Place à la chronique Terre à Terre avec Jean Aubert. Terre à Terre avec Jean Aubert Dufaux. Bonjour Jean Aubert. Bonjour Jonathan. Alors aujourd'hui on va parler d'un animal nocturne emblématique des jardins. Je parle bien sûr des hérissons. Oui, beaucoup d'entre nous ont pu croiser, que ce soit dans les espaces verts de la ville, les plus chanceux dans leur jardin, tard dans la soirée, une petite boule très attachante qui ne manque pas de piquant en quête de nourriture. Donc nous avons des hérissons en ville, à Chaville. Oui, et il n'est heureusement pas rare de les croiser. Alors comment ces hérissons sont arrivés jusqu'à Chaville ? Nous avons la chance à Chaville de disposer d'une véritable trame verte qui permet aux hérissons de circuler d'un jardin à un autre, d'une forêt à une autre, tant que nous aurons des successions de jardins. Une étude anglaise très sérieuse et assez récente a démontré leur très grande capacité d'adaptation qui a facilité la colonisation des espaces verts jusqu'au cœur de nos villes. Comment notre ville peut accueillir ces animaux ? Alors, véritable auxiliaire de culture, les hérissons des villes ont besoin d'accéder à des parcs et des jardins ayant suffisamment d'espace naturel et de buissons pour construire un nid et hiberner. Ce type d'habitat est primordial pour eux. La présence de tas de bois et de composteurs sont donc les bienvenus. En attachant des capteurs sur quelques individus, il a été constaté que dès son arrivée en ville, le hérisson prenait ses marques et changeait ses habitudes. Celui-ci adopte dès lors des mœurs purement nocturnes, alors que dans la nature, il lui arrive de se déplacer à couvert en journée et de sortir à la tombée du jour. Ces mœurs nocturnes lui permettent d'éviter de croiser sur sa route des chiens et la présence humaine. Cependant, les voitures sont encore une des principales causes de sa disparition, qui est progressive. En somme, avoir des hérissons est une chance pour Chaville. En effet, mais bien que nous soyons privilégiés par la présence encore continue de cette espèce, notre ville représente un environnement hostile pour ces petits mammifères. Alors adoptons ensemble les bons gestes et arrêtons d'utiliser des pesticides, des désherbants et des poisons anti-rongeurs. Utilisons des clôtures offrant suffisamment d'espace pour qu'un hérisson puisse passer. Soyons des plus attentifs de nuit en voiture dans les quartiers résidentiels. Alors que doit-on faire si on trouve un petit hérisson qui semble en détresse ? Alors tout d'abord, observer, afin d'essayer de détecter la présence de la mère du petit. Et si elle n'est pas à proximité immédiate ou que le hérisson se déplace en plein soleil, le mettre délicatement dans un carton et lui donner à boire de l'eau. On peut également, et c'est tout à fait conseillé, de contacter au plus vite un centre de faune sauvage ou le sanctuaire des hérissons. Un grand nombre d'associations attirent l'attention sur la fragilité de l'espèce, alors ayons le réflexe citoyen. Vivre ensemble, c'est aussi laisser une place à notre petite faune auxiliaire. Nous pouvons entre autres citer l'enquête participative Mission Hérisson, initiée par la LPO et le centre de compétences du Muséum d'Histoire Naturelle. Merci Jean Aubert. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les liens des sources dans la description de l'émission. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Il avait disparu de l'actualité durant la Covid. Il n'a pas pu proférer la moindre méchanceté depuis plus de 2 ans. Un sevrage inhabituel. Enfermé chez lui, il a pris des cours de gentillesse et s'est obligé, pour la première fois de sa vie, à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul chez lui, à voix haute, il a crié entre autres « Bruno Le Maire a du charisme !» Franck Riester manque à la culture. Xavier Bertrand va sauver la France. Cyril Hanouna nous rend intelligents. Vous avez deviné de qui je parle ? Alors il me semble que d'après mes sources, on parle de Stéphane Guillon. Eh ben oui, c'est tout à fait ça, Jonathan. Durant 1h30,
Au théâtre Tristan Bernard, il est revenu en pleine forme et très vite, malgré ses efforts de gentillesse, le vernis craque. Alternant des moments de sa vie personnelle durant la pandémie, les analyses politiques, le mode d'emploi pour préparer les enfants très vite à une séparation de leurs parents, un dialogue entre une antivax et une femme afghane, toutes deux opprimées, on ne cesse de rire jaune à l'humour noir de Guillon. Mais on en sort requinqué. Et tenez-vous bien, dehors, même sur le trottoir, la fête continue. En effet, le QG du candidat Macron est contigu avec la salle de théâtre. Guillon nous demande en sortant de nous placer devant l'entrée du QG et de crier « Hé Manu, tu descends !» Inutile de vous dire que plusieurs spectateurs ne s'en sont pas privés. Courez-y, ce n'est pas trop cher, de 21 à 35 €, 10 € pour les moins de 26 ans. C'est au 62 rue du Rocher, par 8e. C'est direct du métro Pont-de-Sèvres jusqu'à Saint-Augustin. Attention, le spectacle n'est présenté que du jeudi au samedi à 21 h. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Alain et merci pour cette interprétation et à très bientôt. C'est le moment de parler du sujet surprise avec notre chère camarade Diane. À portée de parole avec Diane Lafront. Bonjour Diane, tu es venue accompagnée de 3 jeunes Chavillois. Je précise qu'ils ont récemment atteint la majorité. Ça a son importance puisqu'ils deviennent des primo-votants et c'est le sujet du jour. Bonjour Jonathan, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui et bonjour à nos 3 invités. Livia, Nicolas et Adam. Je vous demanderai de vous présenter un petit peu. On va vous demander de voter. Vous avez décidé de le faire. J'aimerais bien que vous vous présentez un petit peu aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent. Bien le bonjour, je m'appelle Livia Fraval, je suis en 2e année de graphisme et j'ai décidé de voter parce que je trouve que c'est important. J'ai déjà voté au municipal et j'ai même fait le dépouillage, parce que le dépouillement, pardon. Et du coup, je vais revoter pour les élections présidentielles et c'est ma première fois vu que j'ai à peine 19 ans. Moi, c'est Adam Galtier. Je suis encore au lycée, en terminale. Bientôt fini tout ça. Et je me suis dit que j'allais voter parce que c'est comme une occasion pour moi de mettre ma voix dans mes idées et surtout pour les présidentielles où c'est quand même un peu important, quoi. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis serveur dans un petit restaurant. J'ai 20 ans, donc c'est la première fois que je vais pouvoir aller voter au présidentiel. J'ai pas particulièrement choisi d'aller voter, mais j'ai toujours pensé que je devais le faire, donc je vais le faire. Pour vous donner un peu de contexte dans tout ça, avant qu'on va reprendre et vous poser des questions plus en détail, regardons un petit peu ce droit de vote. C'est en 1848 que naît le suffrage universel en France et toutefois, cela demeure quand même dans un premier temps un suffrage exclusivement masculin. Les femmes françaises doivent attendre jusqu'au 21 avril 1944 d'obtenir le droit de vote par une ordonnance de la même date sous le général de Gaulle. Elles l'exerceront lors des premières législatives en octobre 1945. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les femmes peuvent déjà voter depuis 1893. En Australie, on octroie le droit de vote aux femmes en 1902. Après la Grande Guerre, les suffragettes se battent en Grande-Bretagne. Leur lutte est bien illustrée dans un film du même nom, Les suffragettes, de la réalisatrice Sarah Gavron, octobre 2015, avec Carey Mulligan, Meryl Streep et Helena Bonham Carter, que vous connaissez peut-être tous de Harry Potter. En Allemagne, ce sont Clara Zetkin et Rosa Luxemburg qui sont les pionnières du droit de vote. Et elles le réclament notamment le 8 mars 1914, ce fameux 8 mars qui est devenu par la suite d'ailleurs le jour international des femmes. Et je vais vous poser donc quelques questions. La première, que signifie voter pour vous dans une ambiance de pandémie, de guerre d'Ukraine et une croissance de désenchantement de la politique, de désillusion à l'égard des partis politiques et le désenchantement démocratique? Que signifie voter pour vous? Pour moi, je pense que même en dehors de tous ces contextes-là, je pense que c'est important. Parce que même si aujourd'hui, c'est un peu la crise pandémique, écologique, etc., je pense que c'est toujours important de voter parce que c'est notre moyen à nous, citoyens, de donner notre avis, de montrer qu'on est d'accord, de montrer qu'on n'est pas d'accord
Et on a la chance de le faire, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas. Merci. Nicolas? Il y a toujours eu des problèmes dans le monde, à l'international ou au national. Il y en aura toujours, et il y en aura toujours au moment du vote. Donc ça ne change en rien le fait d'aller voter ou pas. Est-ce que ça peut influencer la personne pour laquelle on souhaite voter? Forcément. En général, c'est plutôt l'influencer en bien ou en mal selon ses réactions par rapport à la crise, à la pandémie ou à la guerre en Ukraine. Par exemple, avec ce que fait Macron en ce moment, ça conforte beaucoup de gens dans l'idée que c'est quelqu'un qui peut gérer le pays face à des crises semblables. Alors? Je suis plutôt d'accord, il y a des problèmes, et là on va élire un candidat pour la présidentielle pour justement essayer au mieux de régler et de faire face à ces problèmes. Et donc effectivement Macron a pour beaucoup de personnes arrivé à très bien gérer cette crise en Ukraine, et il y a d'autres candidats pour la crise en Ukraine c'est un peu plus compliqué, parce que par exemple ils ont beaucoup de relations avec Monsieur Poutine, et c'est ça en fait, c'est les candidats réagissent à tout ce qui se passe, et ça va vraiment influer notre jugement et pour qui on va aller voter. Et du coup là, dans les crises de pandémie, et une crise écologique depuis pas mal d'années maintenant, où la guerre en Ukraine et toute cette montée de tension entre l'Ouest et la Russie, c'est vraiment tout un mélange qui est assez, j'ai pas envie de dire explosif, mais je vais le dire quand même du coup, explosif, c'est tout un quelque chose assez difficile à doser pour aussi un candidat. Donc après, qu'est-ce qu'eux ils proposent par rapport à ça, et du coup nous, pour qui on vote. Très bien, merci beaucoup. Je vois que vous êtes déjà très avancés dans vos opinions des uns des autres. Comment est-ce que vous vous renseignez avant les élections, Livia? Moi, j'ai commencé à lire pas mal de programmes déjà. Je suis un peu en retard parce que je suis loin d'avoir fini. Mais sinon, j'ai pas mal suivi le travail qu'a fait Hugo Décrypte. C'est un influenceur, un youtubeur, qui a fait toute une série sur les présidentielles où il pose des questions aux candidats. Et je trouve que c'est des formats qui sont assez originaux et qu'on voit pas forcément sur BFM ou sur TF1, dans les médias plutôt traditionnels. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il a une vision du coup assez jeune, vu qu'il est encore très jeune. Et j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, je lis les journaux, moi j'ai lu pas mal de programmes et voilà, je vais continuer. Très bien. Adam? Moi aussi, je me suis informé dessus par Hugo Décrypte, parce que c'est vrai que son programme, en plus d'être facilement compréhensible, il est vachement accessible. C'est sur plusieurs réseaux sociaux, donc c'est relativement aisé de pouvoir le suivre. Mais il y a aussi lire les programmes sur les sites des candidats, ou regarder effectivement des interviews qui peuvent traîner sur Internet à droite à gauche, sur diverses plateformes, ou encore il y a Twitter aussi qui est il y a beaucoup de news, donc on peut facilement un peu avoir voir ce que ces candidats proposent par rapport à des choses plus ciblées que ce qu'il y a dans leur programme. Nicolas? Alors moi déjà, je pense que tous les moyens de s'informer sur ce qu'un candidat propose sont bons, parce qu'aujourd'hui, selon les tranches d'âge, selon sa culture, selon son environnement, on s'informe pas de la même manière. On va dire que les jeunes sont les jeunes, ceux qui sont même pas en âge de voter, sont moins à l'aise avec un papier qui stipule tout ce que veut faire un candidat. Ils sont plus à l'aise sur Combini, avec des questions qui permettent de donner des réponses assez claires, mais qui sont tournées d'une manière un peu plus ludique. Excuse-moi, Combini, c'est quoi exactement? Tu peux préciser? Alors, préciser exactement ce que c'est, je sais pas. C'est une vidéo, c'est ça? C'est l'information, ils font des petites vidéos sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Ils font des interviews. Ouais, voilà, ils font beaucoup d'interviews de personnes célèbres ou de choses comme ça, mais de manière assez ludique, donc qui plaît aux jeunes, ce qui est pas mal. Après, je lis pas les programmes de tous les candidats parce que je fais déjà un tri à l'avance, en sachant pertinemment que certains candidats ne me plaisent pas et me plaisent pas depuis pas mal d'années et me plairont sûrement jamais. Donc, je préfère m'informer de manière plus précise sur 3 ou 4 personnes pour qui j'aurais un attrait à aller voter,
plutôt que d'aller m'enseigner sur des personnes avec qui j'ai aucune affinité. Ça fait quand même un panorama de sources d'informations assez importantes. Comment est-ce que vous y retrouvez dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose, enfin une offre dans laquelle vous sélectionnez également, ou comment vous utilisez tous ces moyens? Ben, c'est vrai que l'offre, elle est très grande et je pense qu'on peut s'y perdre très facilement. Mais je pense aussi que ça dépend de notre entourage, des personnes avec qui on vit. Par exemple, je sais que mes parents, ils sont abonnés aux Parisiens, donc forcément, quand ils traînent sur la table, des fois qu'il est ouvert, je vais me mettre à lire. Quand ils regardent la télé, je vais me poser à côté, je vais écouter. Quand je suis avec mes amis et que quelqu'un regarde une vidéo, après on va en parler, etc. Donc je pense que ça dépend vachement d'avec qui on est sur le moment, qui nous entoure, et aussi qu'est-ce qui les influence et du coup qui va m'influencer moi. Après, je pense que c'est important de trouver un média avec lequel on est à l'aise. Si on préfère la vidéo, si on préfère écouter plutôt que lire, je pense pas qu'il y ait de problème. Enfin, ça change rien. Juste, je pense qu'il faut trouver ce qu'on préfère et oui, c'est comme pour l'éducation. Il y en a qui préfèrent écouter, il y en a qui préfèrent lire, il y en a qui préfèrent réécrire. Je pense que c'est juste une question de choix. Très bien, merci. Adam, qu'est-ce que tu as ajouté peut-être? Je fais aussi un tri dans mes sources d'informations là-dessus. Elles n'ont pas toutes la même valeur à mes yeux. Par exemple, je préfère lire le programme des candidats et me renseigner moi-même en cherchant plus des sources où c'est plus eux qui expliquent vraiment leur programme et leurs idées que des journalistes qui leur posent des questions où ça peut paraître un peu où ils essaient un petit peu de diriger pour de biaiser. Oui, pas forcément de biaiser, mais plus ils veulent la réponse à leurs questions, alors que le candidat, lui, souvent, il va essayer d'inscrire ça dans son programme, de montrer comment ça s'articule avec le reste. Parce que, à mon sens, j'ai l'impression que beaucoup d'interviews très journalistiques comme ça essaient un petit peu de pousser ça pour avoir la réponse à la question précise sur telle mesure, telle idée. Là où en général, on voit souvent les candidats qui essaient de montrer comment ça s'inscrit dans toute leur idée, tout leur programme politique. Très bien, merci beaucoup. Nicolas, tu nous as parlé tout à l'heure du président Macron qui gère la crise actuelle et le regard qui est mis là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez d'un prochain président? Je pense que j'ai pas une assez grande culture et la question est pas facile en politique pour savoir ce que j'attendrais d'un président, vu que je pense que avant cette année je m'y intéressais pas tant que ça et je sais pas vraiment ce qu'il est de son ressort. Je veux dire que j'ai vu les différents mandats des différents présidents sans forcément y prêter très grande attention, mais je pense que aujourd'hui, ce que j'attends plutôt, c'est son engagement politique face à la crise écologique. Et en tant que jeune, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante pour l'instant pour moi, pour mon avenir et pour l'avenir des futures générations. C'est quand même la gestion de la planète. Très bien. Attends. C'est vrai que moi j'ai tout juste 18 ans depuis quelques semaines, donc avant ça j'avais pas vraiment quelque chose pour me baser pour voir qu'est-ce qui est une bonne présidence, une mauvaise présidence. Je veux dire, quand j'avais 12 ans, je m'intéressais pas énormément qu'est-ce que Hollande fait, par exemple, mais j'ai pas de base pour pouvoir me dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Mais c'est ce que j'attendrais d'un président, ça serait qu'il fasse son boulot de président, donc qu'il puisse qu'il fasse des mesures qui fassent un peu sens déjà avec ce qu'il a promis dans son programme, un petit peu quand même, et puis surtout qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il fasse que c'est les mesures qu'il prend, ce qui se fait au gouvernement, ça emmène pas par exemple le pays dans le mur ou ça fasse des problèmes, tout simplement, comme tout le monde, j'imagine, en fait. Qu'est-ce qui vous inspire l'engagement politique aujourd'hui? Est-ce que vous-même, vous avez envie de vous engager plus? Est-ce que vous voyez quelque chose que vous pouvez faire, peut-être, de vous impliquer davantage dans la politique d'aujourd'hui? Moi, personnellement,
aucune idée, aucune intention pour m'impliquer personnellement dans la politique. Non pas que ce soit quelque chose que je n'aime pas ou que je ne trouve pas intéressant, mais j'ai d'autres ambitions et d'autres projets dans la vie. Après, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont des vocations pour ça et dont c'est leur passion ou du moins leur envie de métier ou leur envie de vie. Donc je préfère compter sur des gens comme ça et les voir s'exprimer librement et les voir accéder à certains pouvoirs plutôt que de moi-même m'immiscer dans quelque chose que je maîtrise pas. Très bien, Daran. Ben, c'est vrai que c'est pas par exemple moi mon projet de carrière, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de faire, mais d'un autre côté, on a tous un peu nos propres idées qui s'alignent pas forcément exactement avec ce que propose tel parti ou tel parti. Et donc, ça peut effectivement, peut justifier un désir de s'engager en politique pour pouvoir proposer sa propre vision des choses et avoir quelque chose à laquelle on peut se rattacher. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Il y a beaucoup de jeunes, il me semble, qui se sentent absolument pas impliqués politiquement parce que il y a pas les partis ne les intéressent pas. Alors, ce qu'ils proposent ne résonne pas avec eux. C'est vraiment pas des choses qui m'intéressent. Et donc, ça peut guider des gens à aller vers la politique pour se dire, moi, je vais proposer mes idées, comment je vois les choses et on verra bien ce que ça donne. On voit quand même pas mal de manifestants, là, actuellement, à la télévision et partout. Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme de tout à chacun de s'engager? Est-ce que vous avez déjà participé ou envie de participer à ce type pour exprimer son opinion? C'est vrai que moi, je trouve que on a une jeunesse assez divisée. Enfin, c'est vrai que c'est un peu... on a d'un côté une jeunesse qui est très, très engagée et de l'autre côté, une jeunesse que ça n'intéresse pas du tout. Et donc, c'est assez particulier, je trouve. Mais moi, je trouve que c'est important de s'engager. Enfin, même au-delà d'en faire son métier ou d'en faire une vocation, je trouve que personnellement, dans son travail, c'est aussi important de montrer ses valeurs, de montrer à quoi on tient. Et que, pour moi, mon engagement, il est un peu partout. Quand je fais un projet à l'école, quand je parle avec mes amis, je trouve ça important. Dans mon engagement, il est là tous les jours et je vois pas pourquoi dans mon métier, il devrait pas être là. Je vous remercie tous les trois d'être venus. Vous avez fait part de vos opinions très très intéressantes et merci beaucoup. Merci Diane, merci Olivia, Nicolas et Adam, jeunes majeurs, chavilloises et chavillois. Revenez quand vous voulez ici au studio de Radio VCE. C'est la fin de cette émission. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir, contactez l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE. Radio VCE, vous informer et vous donner la parole.